Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 19. Le pic à glace. J'eus de la chance. 5 voitures me prirent successivement au stop, et j'arrivai chez ma tante à minuit moins 5. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle ne me reconnut pas tout de suite. Puis elle m'accueillit chaleureusement. Une semaine plus tard, ma jambe était complètement guérie et j'avais retrouvé toutes mes forces. Le mari de ma tante avait la même taille que moi, il me donna de quoi m'habiller et $50. J'allais ensuite faire un tour dans le quartier chaud de la ville. Une bande de Macs de la Nouvelle-Orléans s'y était installée avec leurs putes spécialisées dans le vol des michetons. 3 jours plus tard, j'avais volé une des voleuses. Elle s'appelait Hélène Doigt de Fée. À l'époque, c'était l'une des plus habiles voleuses du pays. Nous roulions dans une Cadillac modèle 47. C'était une vraie magicienne. Pendant près d'1 an, elle laissa dans 5 États différents une traînée de portefeuilles vides. Nous étions dans l'Iowa lorsqu'Hélène soulagea un riche petzouille de $7 200. J'étais couché. Quand elle jeta la liasse de billets sur le lit, j'étais fou de joie. Mon cœur explosa comme une bombe dans ma poitrine. Mais elle ne s'en rendit pas compte. Je restais d'un calme glacial. D'un geste négligent, je ramassais les billets et les comptais, avec le visage figé d'un joueur de poker. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, dis-je. Il faut que je sache si ce fric peut être dangereux. Et d'abord, est-ce que tu lui as pris tout son pognon à ce connard? Je serais sacrément en rogne si j'apprenais dans le journal qu'il en avait encore tout un paquet sur lui. Quand elle eut terminé son récit, j'estimai préférable de ne pas traîner dans les parages. Nous montâmes dans la Cadillac et filâmes à Minneapolis. Le 2e jour, je dégotai une jeune pute. Elle voulait apprendre à voler. Je l'emmenai à notre hôtel pour la présenter à Hélène. Hélène se figea sur place quand elle vit cette jolie garce. Elle piqua une crise, sortit son couteau et fit fuir la fille. Elle la désarmai et lui filai une dérouillée. Hélène partit travailler. Je m'endormis et me réveillai en sursaut. Hélène était en train de me larder de coups de couteau. Je roulais sur moi-même. Elle avait réussi à m'atteindre au coude et à l'avant-bras. Je saisis un club de golf et l'assommai. Après ça, je n'essayais plus jamais de lui imposer une écurie. Mais avec une seule pute, je n'avais pas l'impression d'être un vrai Mac. Je décidai alors de voler la voleuse en piquant à Hélène sa technique pour faire les poches des michetons. Je pourrais ainsi l'enseigner à d'autres putes lorsque je l'aurais larguée. Je parvins finalement à lui tirer les verres du nez. Les choses se passaient de la manière suivante. Elle se planquait dans une encoignure de porte ou à l'entrée d'une allée, et quand elle voyait un micheton, elle commençait son numéro. Elle surgissait jambes écartées, genoux fléchis, dans une position presque accroupie. Elle relevait alors le devant de sa robe, exposant sa cible béante et poilue, aux yeux exorbités du gogo. Pour rendre le spectacle encore plus excitant, elle se caressait la chatte. Mon joli petit chéri, disait-elle, j'ai tellement envie de baiser que j'en ai la chatte qui me brûle. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu la moindre queue. Fais quelque chose, s'il te plaît, mon grand. Le type fonçait aveuglément, fou de joie à l'idée de tirer un coup gratuitement. La crudité de la situation endormait sa méfiance naturelle. Elle serrait alors le pigeon dans ses bras, en lui débitant avec passion tout un tas d'obscénités. En même temps, elle cherchait du bout des doigts l'endroit où il avait rangé son portefeuille. C'était généralement dans la poche arrière de son pantalon. Elle se frottait contre le bas-ventre du micheton, en se plaignant que la boucle de sa ceinture lui faisait mal. Tout en faisant semblant de halter de passion, elle détachait la ceinture, relâchant ainsi la pression de l'étoffe sur les poches du pantalon. Elle lui caressait alors la queue du bout des doigts, et lui titillait l'oreille avec la langue. Puis, de sa main libre, elle déboutonnait la poche avec une légèreté aérienne. Son pouce et son index saisissaient délicatement le portefeuille et le faisaient glisser hors de la poche. À ce moment-là, le micheton était tellement excité qu'on aurait pu lui écraser une cigarette allumée sur le cul sans qu'il s'en aperçoive. Hélène ramenait ses 2 mains derrière le cou du type et vidait le portefeuille du fric qu'il contenait. Pendant ce temps, elle continuait à l'abreuver de paroles obscènes et se frottait avec de plus en plus de passion contre son bas-ventre. Puis elle roulait les billets bien serrés en leur donnant la forme d'un suppositoire. Elle remettait ensuite le portefeuille dans la poche, sans oublier de la reboutonner. Il n'y restait plus alors qu'à se débarrasser du gogo. Elle lui disait qu'elle avait envie de pisser, s'accroupissait aussitôt et glissait prestement le rouleau de billets dans sa chatte. Puis brusquement, elle faisait semblant de s'affoler en voyant passer une voiture. Bon Dieu, c'est Riley, le flic de la brigade des mœurs, s'exclamait-elle. Écoute chérie, va au parc hôtel au bout de la rue et prends une chambre au nom de monsieur et Mrs. Jones. Je te rejoins dans 10 minutes, mon beau héros. J'ai une envie folle de ta belle queue. Le gogo tapotait le ronflement rassurant de son portefeuille, bien calé dans sa poche boutonnée, et se hâtait en direction de l'hôtel. La voleuse, elle, rentrait à la maison et changeait complètement d'apparence. Puis elle retournait dans la rue, en quête d'un autre pigeon. Un jour, il eut un accident. Elle tomba enceinte. Je trouvai un toubib qui lui rendit son unité, et elle reprit le cours habituel de ses activités. Le gros pépin eut lieu dans une petite ville de l'Ohio.
La bombe explosa lorsque je rencontrai un vieux copain à moi. Il s'appelait à présent New York Joe. Je ne l'avais plus vu depuis l'âge de 14 ans. Maman l'avait recueilli à la maison pendant quelques semaines à l'époque où sa mère, veuve, était morte. Il était tombé malade et avait dû aller à l'hôpital. Je prenais un car pour aller le voir et lui apporter des petits cadeaux. Je restais un peu avec lui pour essayer de le consoler. Je l'aimais bien, mais notre amitié n'avait pas duré longtemps. À sa sortie de l'hôpital, il avait quitté la ville. À présent, il vendait de la cocaïne en gros. Il m'avait donné un échantillon de poudre quasiment pur, et j'avais pris rendez-vous avec lui pour en acheter un paquet. J'ignorais alors qu'à New York, il avait appris à arnaquer tout le monde, même ses vieux amis. Je découvris bientôt que la cam qu'il m'avait vendue était bidon. Je me précipitai chez lui en pensant qu'il avait fait une erreur et qu'il allait tout arranger très vite. Joe, tu t'es trompé, dis-je. Qu'est-ce qui va pas, mon vieux s'étonna-t-il en me faisant entrer chez lui. Tu m'as vendu de la merde. Ce n'est pas la même cam que l'échantillon. Écoute, c'est Ronald qui est allé la chercher, ce salopard m'a entubé. Il tira alors un pistolet du holster qu'il portait à l'épaule. À ce moment-là, je ne savais pas que tout ça n'était que du baratin. Tu crois qu'il faut que j'aille buter cette ordure, me demanda-t-il. Dis-moi ce que je dois faire. Il se mit alors à rouler des yeux comme s'il devenait fou. Pas la peine de le descendre, vieux. Rends-moi mon fric, c'est tout. Je suis tellement furieux que j'ai bien envie de vous refroidir tous les deux, répliqua-t-il. J'étais relativement jeune. Je n'avais encore jamais eu affaire à ce genre de numéro typiquement new-yorkais, et je ne me sentais pas très rassuré. Oublie tout ça, lui dis-je. À présent, il était agité de convulsions. Moi, je me trouvais dans sa ville, et je vivais avec une voleuse qui avait 7 plaintes sur la soie. Je perdais $3000, mais j'aimais mieux ça plutôt que de me faire buter. Par la suite, j'appris que c'était du bidon à la new-yorkaise. Je m'en rendis compte quelques années plus tard. Peut-être m'avait-il toujours haï parce que j'avais fait de meilleures études que lui. Une semaine plus tard, Hélène se fit choper par les flics et on lui colla les 7 plaintes sur le dos. Je donnai la Cadillac à un avocat en paiement de ses honoraires, mais elle fut condamnée à une peine de 5 à 10 ans. J'aurais dû piéger la bagnole avant de la refiler au bavard. Quelqu'un me dit que c'était Joe qui avait balancé Hélène. Ce type m'avait quasiment ruiné, il m'avait pris un paquet de fric et ma voleuse s'était fait alpaguer à cause de lui. J'ai dû quitter la ville sans un rond et sans pute. J'avais entendu dire que Détroit était une bonne ville pour ramasser des filles. Avec mon dernier billet de $10, j'ai pris un car Greyhound et je me rendis là-bas. Détroit, c'était vraiment la terre promise pour les Macs. La ville fourmillait de jeunes putes dégourdis, et les Macs locaux n'étaient pas des concurrents très dangereux. Je n'avais pas de voiture, mais j'étais aussi bien fringué qu'une tentouse de Harlem. De toute façon, les putes d'ici étaient très différentes de celles que j'avais connues à Chicago. Elles étaient crédules, et on n'avait pas besoin de se donner beaucoup de mal pour les convaincre de tapiner. Le premier lot que je me dégotais était une jolie fille de 17 ans, qui ressemblait à Pepper avec des yeux verts. Elle s'appelait Rachel. J'allais la garder 13 ans. La deuxième fille était une immense et redoutable gouine noire qui s'appelait Serena. En plus de ses activités de pute, elle tenait un hôtel-board où une douzaine de filles emmenaient leurs michetons. 8 semaines après mon arrivée à Détroit, je me promenais au volant d'une splendide Cadillac Fleetwood, modèle 48. Et j'avais du fric plein les poches. 3 mois après avoir connu Serena, je ramassais 2 autres putes. 8 jours plus tard, un Mac à la petite semaine arriva de Rhode Island avec une magnifique jeune pute. Il était très jaloux et la suivait dans la rue. Je me mis à la surveiller. Un jour, il oublia de la suivre, et j'en profitai pour la lui piquer. Elle travaillait pour mon compte depuis plusieurs mois lorsque les flics commencèrent à chambarder la ville. Ils obligèrent Serena à laisser tomber son hôtel, et je la mis sur le bitume. J'entendis alors parler d'une petite ville de l'Ohio, Lima, qui semblait grande ouverte et fourmillée de michetons. Je pensais pouvoir y monter 2 bordels. La chance me souriait. Étant donné ce que me coûtait le loyer de ma piole et celui des appartements des filles, elles en avaient un chacune, il fallait que je me réorganise pour réduire mes frais généraux. Ce jour-là, des tas d'idées me tournaient dans la tête. J'avais pris la Fleetwood pour aller chercher mes putes dans les rues où elles tapinaient. Les filles montèrent dans la voiture. Je jetai dans la boîte à gants l'argent qu'elles m'avaient rapporté. L'aube se levait, tandis que la grosse Cadillac filait le long des rues. Mes 5 putes bavardaient comme des pissoules. Je sentais la puanteur typique que dégagent les tapineuses à la fin d'une longue nuit de travail. Mes parois nasales étaient à vif. C'est ce qui arrive quand on se bourre de cocaïne. J'avais le nez en feu. En respirant l'odeur de ces putes mêlée à celle de l'herbe qu'elles fumaient, j'avais l'impression que des lames de couteau invisibles me raclaient la cervelle à la racine. J'étais d'une humeur massacrante, malgré le gros tas de fric qui remplissait la boîte à gants. Nom de Dieu, y en a une qui a chié dans sa culotte ou quoi? Beuglai-je en faisant pivoter le déflecteur vers moi. Il y eut un long silence. Puis Rachel, ma pute de confiance, répliqua d'une voix délicieusement cajoleuse. Mon chéri adoré, c'est pas une odeur de merde que tu sens. On a bossé toute la nuit, et il n'y a pas de salle de bain dans les bagnoles où on éponge les michetons. On a travaillé dur, rien que pour toi, mon chéri. Et ce que tu renifles, ce sont des culs de pute bien dégueulasses.
J'ai eu un grand sourire intérieur, bien sûr. Les vrais Macs cachent leurs émotions derrière un masque d'acier, et moi, j'étais un des plus glacials. La tentative d'humour de Rachel provoqua des gloussements de rire. Un Mac est heureux quand ses filles rigolent, c'est la preuve qu'elles sont toujours sous sa coupe. Je rangeais la Cadillac le long du trottoir devant l'hôtel où crêchait Kim, ma dernière recrue, et la plus jolie de toutes mes filles. Je n'avais plus qu'une envie, raccompagner toutes mes putes et retourner dans mon propre hôtel. J'avais besoin d'être seul et de soigner mon nez avec un peu de cocaïne. La meilleure compagnie d'un Mac, c'est lui-même. Sa vie intérieure l'occupe entièrement, elle est remplie de toutes les ruses, de tous les stratagèmes qu'il doit inventer pour se montrer plus astucieux que ses putes. Bonne nuit bébé, dit Jakim tandis qu'elle sortait de la voiture. N'oublie pas que c'est samedi aujourd'hui. Je veux tout le monde sur le bitume à midi au lieu de 7 heures. J'ai bien dit midi, pas midi 5 ni midi 2, midi pile. Compris bébé? Elle ne répondit pas mais eut une étrange réaction. Elle contourna la Cadillac et s'approcha de ma fenêtre. Pendant un long moment, elle resta là à me regarder. Dans la faible lumière de l'aube, je distinguais l'expression tendue de son beau visage. Avec son accent pointu de Nouvelle-Angleterre, elle lança alors. Tu reviendras me voir tout à l'heure. Depuis un mois, tu n'as pas passé une seule nuit avec moi. Alors, je t'attends, ok? Un vrai Mac ne se fait pas payer pour baiser et gagne son fric parce qu'il sait toujours ce qu'il faut dire à une pute en lui répondant du tac au tac. Je savais que mes 4 autres filles tendaient l'oreille pour entendre ce que j'allais répliquer à cette jolie garce. Un Mac qui compte une fille exceptionnellement belle dans son écurie doit faire très attention. Une pute essaie toujours de découvrir les faiblesses de son Mac. J'affichai sur mon visage un masque menaçant et dis d'une voix grave d'outre-tombe. Ça va pas, connasse? Personne dans cette famille de putes ne prendra jamais de décision à ma place. Personne ne me dira jamais ce que je dois faire. Alors maintenant, tu remontes dans ta piole, tu trempes ton cul merdeux dans la baignoire, tu pionces un coup et tu reviens sur le pavé à midi, comme j'ai dit. La fille resta là, immobile, les yeux plissés par la colère. Je sentais qu'elle s'apprêtait à faire son numéro sur place, devant les autres filles. Si j'avais été 10 ans plus jeune et plus bête, je serais sorti de la cade, je lui aurais cassé la mâchoire et je lui aurais foutu mon pied au cul. Mais le souvenir de la prison était encore trop frais dans ma mémoire. Je savais que la salope avait essayé de me piéger en lançant son invitation. Vas-y, colle-moi ton pied au cul, dit-elle. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un mec que je vois seulement quand il vient chercher son fric? J'en ai marre de tout ça. Faire partie d'une écurie, ça ne me plaît pas, et ça ne me plaira jamais. Je sais que je suis la nouvelle qui doit faire ses preuves, mais merde, j'en ai ma claque de ces conneries, je me tire. Elle s'interrompit pour reprendre son souffle et alluma une cigarette. J'avais envie de lui flanquer une dérouillée, mais je me contentais de rester immobile en la regardant dans les yeux. J'ai fait plus de passes en 3 mois avec toi qu'en 2 ans avec Paul, poursuivit-elle. J'ai la chatte enflée, elle est à vif. Alors si t'as l'intention de me botter le cul, botte-le tout de suite, parce qu'après, je monte dans le premier dur qui passe et je retourne à Providence. Elle était jeune, vive, et n'avait pas son pareil pour attirer le micheton. Un vrai rêve pour un Mac, elle le savait. Elle m'avait mis à l'épreuve avec son coup de gueule, et s'attendait à ce que je me laisse pigeonner. Elle fut déçue en s'apercevant que je restais parfaitement calme. Je la vis flancher quand je lui répondis de ma voix glaciale. Écoute bien, pétasse. J'ai jamais connu une pute qui soit indispensable. Quand une pute me quitte, je fais la fête. Parce que ça libère de la place pour une autre fille qui en vaudra la peine et dont je ferai une star. Et toi, sale petite garce, si je te chie sur la gueule, il faudra que t'aimes ça et que t'ouvres grande la bouche. Des flics passèrent dans une voiture de patrouille et j'affichai un sourire de cave jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Qui me restait planté là, grimaçant sous le vent glacé. Je poursuivis impitoyablement. Tu n'es qu'un minable petit zéro, pétasse. Avant moi, tu bossais pour un pauvre mec sans la moindre réputation. À part sa mère, personne n'avait jamais entendu parler de ce connard. Je repasserai tout à l'heure pour te mettre le cul dans le train, connasse. Je démarrai en trombe. Dans le rétroviseur, je vis Kim marcher lentement vers l'hôtel, les épaules voûtées. Jusqu'à ce que j'aie raccompagné la dernière de mes putes, il régnait un tel silence dans la Cadillac qu'on aurait entendu un moustique chier sur la lune. J'avais réussi l'examen à leurs yeux, dur et froid comme la glace. Un peu plus tard, je revins m'occuper de Kim. Elle avait fait ses bagages et ne disait rien. Sur le chemin de la gare, je feuilletais dans ma tête le manuel du parfait Mac pour trouver l'angle d'attaque qui me permettrait de la garder, sans faire le lèche-cul. Mais il ne contenait pas la moindre indication pour résoudre une situation pareille. La gare semblait décidée à pousser son bluff à fond pour me mettre à l'épreuve jusqu'au bout. Nous étions dans le parking de la gare lorsqu'elle s'effondra enfin. Les yeux humides, elle se mit à glapir. « Chérie, tu vas pas me laisser partir. Je t'aime, mon chéri. » C'était le moment de jouer le bel indifférent pour assurer la prise. « Je ne veux pas d'une pute qui a envie de foutre le camp, dis-je.
Si une fille veut être avec moi, il faut qu'elle me soit fidèle pour la vie. Après le cirque que tu m'as fait ce matin, il vaut mieux que tu partes. Une fille comme toi, je n'en ai pas besoin. Ma froideur l'acheva. Elle tomba sur mes genoux en pleurant et en me suppliant de la garder. J'avais une théorie sur les putes qui se tirent. Je me disais qu'elles partent rarement sans emporter une liasse de fric. File-moi le pognon que tu t'es mis de côté, et je te donnerai peut-être une autre chance, dis-je alors. Comme je m'y attendais, elle plongea la main dans son corsage et en sortit près de 500 $ qu'elle me tendit. Aucun Mac avec un peu de cervelle dans le crâne ne laisserait partir une jeune et belle pute qui peut encore faire pas mal de kilomètres. Je l'autorisai donc à rester avec moi. Lorsque je pus enfin reprendre le chemin de l'hôtel, je me souvins de ce que Sweet Jones, le maître en proxénétisme qui avait fait mon éducation, m'avait expliqué au sujet des putes dans le genre de Kim. Slim, m'avait-il dit, tu dois savoir qu'une jolie garce noire, c'est comme une pute blanche. Quand l'une ou l'autre entre dans une écurie, c'est pour la foutre en l'air et laisser le mac sur le cul en ayant fait partir toutes les filles. Il faut les faire marner dur et vite pour les obliger à ramener un maximum de fric le plus rapidement possible. Slim retient bien ça. Le métier de Mac, ça n'a rien à voir avec l'amour. Les filles, tiens-les à distance, fais-toi désirer, mais garde ta queue. Le connard qui croit qu'une pute peut être amoureuse de lui, il aurait mieux fait de rester au chaud dans le ventre de sa mère. Je revis l'image de Pepper. Mes souvenirs remontaient encore plus loin, et je me rappelais ce que Jones m'avait dit des putes qui veulent séduire leur Mac. Slim, un Mac, c'est comme une pute qui aurait inversé les règles du jeu. Alors, n'oublie pas, quand tu veux être gentil avec une fille, il faut que ce soit en proportion du fric qu'elle te donne, jamais plus. Ne baisse jamais une de tes putes avant de lui avoir pris un beau paquet de pognon. Pour un Mac, les putes, c'est comme les michetons. Ne te laisse pas mettre au lit pour rien. Demande toujours ton fric d'abord. Dans l'ascenseur qui me ramenait à la maison, je repensais à la première salope qui s'était servie de moi quand j'avais 3 ans, et à la façon dont elle s'était payée ma tête. Elle devait être vieille et grisonnante à présent. Mais si j'arrivais à la retrouver un jour, je lui ferais certainement payer ce qu'elle me devait avant de la rayer de ma mémoire. Je sniffais 2 capsules de cocaïne. 2 heures plus tard, je pris un barbiturique et tombais, endormi. Lorsque je me réveillai à midi, je me dis qu'il était temps de déménager. Les parents de Rachel essayaient de me coincer, et Kim pouvait décider à tout moment de retourner chez son connard. Toutes les filles de mon écurie, à l'exception de Kim, étaient originaires du coin. Pour un Mac, rester toujours au même endroit, c'est chercher les ennuis. Il est plus facile d'exercer un contrôle strict sur des putes quand elles sont loin de chez elles. Une fille qui se trouve dans un environnement inconnu dépend davantage de son homme. Elle a un plus grand besoin de ses conseils et de sa protection. Quand on ramasse des filles dans une petite ville, il faut se dépêcher de les emmener ailleurs. Ce soir-là, je partis pour l'Ohio et j'y préparais le déménagement. Je louai 2 maisons que je fis aménager luxueusement. Puis je pris contact avec un type qui s'occupait de collecter l'argent des pots de vin destinés aux flics. J'obtins l'autorisation de m'installer pour 100 $ par semaine et par maison. Je déménageai ensuite ma petite famille. Il était temps. 1 mois plus tard, Détroit s'effondrait et une chape de plomb s'abattait sur la ville. Dans ma nouvelle ville, j'avais trouvé un bon contact pour me fournir en dope. Je commençais à m'injecter des speedballs en mélangeant de l'héros à la coke. Quand j'allais me coucher, je dormais d'un sommeil profond, et il était rare que mes cauchemars reviennent. Je devins accro à l'héros, mais je ne m'en inquiétais pas. L'argent rentrait à flot. J'avais 30 ans. Pour la 2e fois dans ma carrière de Mac, je connaissais un solide succès, et je pouvais compter sur de bonnes rentrées d'argent dans l'avenir. Comment aurais-je pu me douter que cette fille éléphantesque, Serena, allait devenir jalouse? Elle fit s'effondrer autour de moi le château de cartes que j'avais bâti avec des billets verts. J'échappais d'un centimètre à une inculpation de meurtre. Le centimètre se trouvait dans la poitrine de Serena. Dans l'année qui suivit l'ouverture de mes 2 maisons, des michetons venus de tout le comté s'y précipitèrent en rang serré. Ils avaient une envie folle d'essayer ces jeunes putes lubriques. Jamais les affaires n'avaient aussi bien marché. Ce jour-là, je me sentais d'excellente humeur. Je marchais au soleil, et je vis Serena qui remontait la rue dans ma direction avec un sac à provisions. Quelques années plus tôt, elle avait tué 2 personnes à la Nouvelle-Orléans. Elle s'avança vers moi en souriant. Quand elle arriva à ma hauteur, elle plongea la main dans le sac, en sortit un pic à glace et tenta de me frapper en pleine poitrine. À cette époque, j'étais très rapide et j'eus le réflexe de faire un saut en arrière. La pointe du pic à glace déchira la poche de ma veste. Elle avait essayé de me transpercer le cœur. Je ne portais pas encore de pistolet à ce moment-là, mais il était facile de s'en procurer un dans n'importe quelle quincaillerie. J'allais aussitôt acheter un 32 et une boîte de 50 cartouches. Puis je me rendis dans sa piole et chargeai le flingue sur la table de la cuisine. « Chérie, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» demanda-t-elle. « C'est pour flinguer les filles qui cherchent à me faire du mal, » répondis. « Oh chérie, j'étais simplement en colère, oublie tout ça. »« Non, je l'oublierai pas. »
Je tuerais ma propre mère si je pensais qu'elle allait me faire du mal. Un peu plus tard dans la soirée, vers minuit, les autres filles et moi nous revenions d'un cabaret. Je mis la clé dans la serrure et ouvris la porte. Je sentis alors l'odeur forte de tabou, le parfum capiteux que Serena était la seule à mettre. J'hésitai un instant. Mes yeux s'accoutumèrent à l'obscurité, et je vis Serena debout dans un coin du living, un pic à glace à la main. Elle s'était introduite dans la maison de Rachel par un soupirail de la cave resté ouvert. Je sortis mon pistolet. Serena, lançai-je. Oui, salopard, je suis là, répondit-elle. Je vais te tuer et tes putes aussi. Elle éclata en sanglots. Ne t'approche pas de la table, dis-je, sinon je te descends. Tu sais que je tiens toujours parole. Je m'en fous complètement. Elle passa devant la table basse et essaya de m'atteindre. Je tirai. Ses 115 centimètres de tour de poitrine lui sauvèrent la vie. Le tissu adipeux bloqua la balle tirée presque à bout portant. J'avais touché une artère. Le sang jaillit. Il y en avait partout sur elle et sur mon visage. Sa robe imprimée était ornée d'étincelles. J'y avais mis le feu. Serena avait la résistance d'un éléphant. Elle ne tomba même pas. Elle avait lâché le pic à glace et essayait de s'accrocher à moi. Chérie, ne me tue pas, dit-elle en se tenant la poitrine. J'en avais envie. J'avais vraiment l'intention de la buter. Je levai mon pistolet pour lui coller une balle dans la tête, mais je ne le fis pas. Je ne sais pas exactement pourquoi, à part que les 4 autres putes avaient tout vu et qu'elles auraient pu témoigner. Serena passa devant nous en titubant, franchit la porte et sortit dans la rue. Nous nous précipitâmes aussitôt dans la Fleetwood et je me dépêchai de quitter la ville en laissant toutes nos affaires derrière nous. Je roulais à toute vitesse jusque chez maman. Je ne l'avais pas revue depuis le jour de Noël où je lui avais rendu visite. Elle avait les cheveux tout blancs à présent. Elle était vraiment folle de joie de me revoir. Je racontai ce qui s'était passé et elle demanda à un de ses amis de la conduire là-bas en voiture. Elle chargea tous nos vêtements dans une caravane, puis elle alla voir Serena à l'hôpital. Serena la supplia de me faire revenir. Elle promettait de ne pas porter plainte. Elle disait que c'était entièrement sa faute et qu'elle m'aimait. Mais moi, je savais que si j'étais retourné là-bas, elle m'aurait poignardé avec un couteau de cuisine pendant mon sommeil.